Alors, on va débuter. Chers invités, mairesses, maires, conseillers, conseillères, journalistes, amis aussi du milieu de la conservation, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui s'intitule Connectivité écologique, urgence d'agir et de prendre les devants à l'échelle municipale et à l'échelle des MRC. Donc, mon nom est Martine Ruel, je suis directrice intendance et partenariat chez Corridor Appalachien. Et c'est un immense plaisir pour moi et aussi pour notre organisation de vous voir présents à cette conférence et en aussi grand nombre. Je pense que là, on est en train de battre des records. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissez bien Corridor Appalachien et j'ose espérer qu'il y en a quelques-uns aussi qui nous connaissent moins. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas trop, Corridor Appalachien, eh bien, on est un organisme de conservation qui a été mis en place en 2002. On est basé à Eastman et puis on travaille à l'échelle régionale des Montagnes Vertes du Nord, donc majoritairement dans la grande région des Cantons de l'Est. Donc, on œuvre sans relâche depuis une vingtaine d'années avec nos 17 membres affiliés qui sont des organismes locaux de conservation et aussi avec Conservation de la nature du Canada, qui est notre partenaire national. Tout ça, c'est dans le but de protéger les milieux naturels présents sur notre territoire. Et puis, tous ensemble, depuis 2002, c'est plus de 15 000 hectares d'aires protégées privées et perpétuelles qui ont été concrétisés. Donc, en cette journée mondiale de l'eau, je voulais vous présenter l'objectif principal de la conférence aujourd'hui, c'est d'inspirer l'action et d'accélérer aussi la prise en compte de la connectivité écologique. Donc, connectivité écologique autant terrestre qu'aquatique. Et spécifiquement, bien, on veut s'adresser aujourd'hui aux instances municipales à l'échelle provinciale. Donc, on souhaite vous sensibiliser à l'importance de la connectivité écologique. On souhaite inciter les instances municipales à intégrer la connectivité écologique dans les processus décisionnels et aussi profiter de l'occasion de partager la création d'un guide d'accompagnement qui a été réalisé par Corridor Appalachien et aussi avec l'aide d'un groupe d'experts. Donc, avant de nous plonger dans la conférence, j'aimerais faire quelques précisions concernant l'événement. Donc, le Zoom aujourd'hui est prévu pour une durée d'1h30 environ. Donc, il y aura 4 courtes présentations de nos panélistes qui vont vous être présentées un petit peu plus tard. Il va y avoir aussi une période de discussion avec nos experts et on va prendre quelques questions du public aussi. Donc, pour rendre l'expérience agréable, bien, je vous invite aussi à vous renommer, à mettre à jour votre identifiant Zoom. Donc, pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer à droite à l'écran sur votre photo. Il y a les 3 petits points. Vous cliquez sur ça, il va y avoir l'option de se renommer ou rename et puis vous pouvez mettre à jour votre nom et puis l'organisation que vous représentez aussi. Pour votre information, la conférence va être enregistrée, elle va être aussi partagée dans les jours à venir sur notre site web. Et si vous ne souhaitez pas être visible à l'écran, bien c'est vous qui pouvez décider. Là, vous pouvez garder votre caméra éteinte si vous n'êtes pas à l'aise. Et aussi, par rapport au grand nombre de participants, on est rendu à 10 pages de participants que je peux voir. Donc, tous les micros vont être éteints pendant les présentations parce qu'on est vraiment trop nombreux. Ce serait très difficile de gérer l'ouverture et la fermeture des micros. Puis, il va y avoir un outil de dialogue qui existe, un outil de chat au bas de l'écran. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, on va avoir un petit peu de temps à la fin de la présentation pour adresser tout ça. Donc, ça, c'est les petites règles d'usage de l'utilisation du Zoom. Donc, avant de débuter les présentations de nos panélistes, je vais céder la parole à Mme Catherine Monticone, qui est directrice des sciences, de l'intendance et de la géomatique chez Conservation de la nature du Canada pour la région du Québec. Elle est aussi coach en conservation et conseillère stratégique de l'initiative québécoise Corridor écologique.
Et cette initiative-là, bien Corridor Appalachiens, on en est partenaire et c'est dans le cadre de cette initiative-là, entre autres, que notre événement s'insère aujourd'hui. Donc, Catherine, je te cède la parole pour un petit mot d'ouverture. Merci. Merci Martine. Un grand merci encore à Corridor Appalachiens pour cet événement et son leadership en connectivité écologique au Québec. Et comme Martine l'a mentionné, l'événement d'aujourd'hui se déroule dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique. Je vais donc prendre un petit 2 minutes pour vous en parler un peu plus. L'aménagement durable du territoire est un incontournable dans la conservation de corridors écologiques. Et par conservation, je parle autant de protection, de restauration de milieux naturels que d'activités forestières, agricoles et récréatives pratiquées de manière durable dans les corridors écologiques. Face aux doubles crises du climat et du déclin de la biodiversité, comme vous le savez, il y a urgence d'agir. Les gouvernements, les MRC, les municipalités, les villes, les agriculteurs, les propriétaires de l'eau boisée, ONG, chercheurs, bref, on a tous un rôle clé à jouer dans la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. Mais comment on fait pour engager et mobiliser tous ces gens dans la création d'un réseau d'air protégé et de corridors écologiques pour le sud du Québec? C'est ce que propose l'initiative québécoise Corridors écologiques. L'initiative a montré son efficacité depuis sa mise en place en 2017. Elle est coordonnée par Conservation de la Nature Canada, mais c'est 10 organisations de 11 régions du Québec qui proposent une approche collective de l'aménagement du territoire afin d'augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. L'initiative propose des formations, des outils de conservation, des activités immersives, l'accompagnement à l'action auprès des acteurs du milieu municipal, forestier et agricole, entre autres. Par exemple, un exemple concret de résultat, jusqu'à présent, une trentaine de MRC et municipalités ont intégré les corridors écologiques dans leur outil d'aménagement ou ont démontré un fort intérêt à le faire. Et près de 3000 hectares de milieux naturels ont été protégés dans des corridors écologiques prioritaires. Afin d'assurer la cohérence et la synergie entre les territoires visés, on travaille de concert avec des experts et des partenaires provinciaux et transfrontaliers. Il s'agit véritablement d'une collaboration multisectorielle. Une centaine d'experts, représentants gouvernementaux, non gouvernementaux, des chercheurs, des gestionnaires du territoire, des citoyens sont impliqués dans l'initiative de manière différente. On se réfère d'ailleurs aux études sur la biodiversité et les changements climatiques du Dr Dominique Berthaud que vous allez entendre à l'instant. Je vous invite donc à embarquer vous aussi dans l'action. Communiquez avec l'organisme leader de votre région si ce n'est pas déjà fait. Visitez le site Internet Connectivité écologique où vous trouverez davantage d'informations sur l'initiative, sur nos projets et nos résultats concrets. Vous aurez accès également à notre carte récit. Abonnez-vous à notre bulletin pour rester au fait sur l'initiative. Et d'ailleurs, notre prochain rendez-vous est le 22 avril à 11 h pour le lancement de la boîte à outils Forêt. Je tiens à remercier notre principal bailleur de fonds, le gouvernement du Québec, avec son programme Action Climat Québec. Merci aux conférenciers et au plaisir de collaborer avec vous, chers participants. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour cette mise en contexte. C'est bien apprécié. Donc, comme premier conférencier, on a mis la barre haute, en fait, comme pour toute la conférence. Donc, comme prémisse, la logique veut qu'avant d'agir, que ce soit sur le terrain ou dans la vie, la sagesse nous indique de bien réfléchir. Donc, pour baser nos connaissances sur la science, notre premier conférencier est M. Dominique Berthaud. Donc, professeur Berthaud M. Berthaud est professeur de biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. C'est aussi l'auteur principal de Changement climatique et biodiversité du Québec vers un nouveau patrimoine naturel. Il a été gagnant du prix littéraire scientifique Hubert Reeves en 2015. Le professeur Berthaud enseigne l'écologie et aussi les changements climatiques, puis fait de nombreuses recherches en écologie animale dans les écosystèmes terrestres du Québec et du Canada. Donc, la présentation de M. Berthaud va être intitulée « La science et les faits, biodiversité, impact des changements climatiques et importance de la connectivité écologique ». Donc, M. Berthaud, on est tout oui et disposé aussi à en apprendre davantage. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si on m'entend mal ou si on me voit mal, n'hésitez pas à me faire des petits signes, je vais vous voir. Alors oui, j'habite dans la région de Rimouski. Auparavant, j'ai habité aussi dans la région de Montréal. J'étais professeur à l'Université McGill quelques années. Et avant ça, j'avais fait un stage à l'Université Laval. Donc, j'ai aussi habité dans la région de Québec
et mon doctorat était à Sherbrooke. J'ai habité 4 ans à Sherbrooke, donc j'ai peut-être été administré par plusieurs d'entre vous. Alors, je vais vous parler de biodiversité, de connectivité, de changement climatique, et puis je vais vous montrer quelques images. Ça va être plus facile pour vous de visualiser ce que je vais vous dire. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je vais prendre le temps de faire ça comme il faut. Voilà. Et je vais aussi prendre un petit pointeur lumineux. Voilà. Donc, vous devriez voir les principales parties de ma présentation. Je vais aussi mettre mon minuteur parce que les profs d'université parlent souvent 3 heures de temps, puis là, ce n'est pas le moment. Alors, je vais vous parler d'abord de biodiversité. Ça va être une introduction avec un rappel de choses que vous connaissez déjà très bien. Ensuite, la connectivité et puis pourquoi les changements climatiques rendent urgente la conservation et puis aussi même la restauration de la connectivité écologique. Alors, la biodiversité, elle joue toutes sortes de rôles. Et puis, j'ai repris quelques images du site connectivitéécologique.com. Je ne suis pas du tout impliqué dans la construction de ce site web, mais il est très bien fait, très rigoureux sur le plan de la science, puis très esthétique aussi. Donc, les écosystèmes jouent toutes sortes de rôles utiles pour nous. Ils filtrent l'eau, ils purifient l'air. Ce sont des exemples qui sont donnés sur le site web. C'est très, très vrai. Mais je voulais insister ici sur un rôle auquel on pense moins bien qu'intuitivement, on le sait très bien. Le contact avec la nature est extrêmement important. C'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai pour toutes les catégories d'âge. Il y a énormément de bénéfices et on le sait bien, quand on va dehors, quand on passe du temps dans la nature, on se sent bien en général. Mais tout ça, c'est étudié également avec beaucoup de précision maintenant par toutes sortes de gens, des psychologues, des chimistes qui étudient les molécules qu'il y a dans l'air quand on marche en forêt, etc. Et il y a un élément de la biodiversité et des écosystèmes qui est très important et qui nous fait du bien. Alors voici une autre image encore qui reflète un peu le bien-être lorsque l'on est au contact de la nature. Il y a un élément très important, c'est tout simplement la diversité de ce que l'on voit. Donc, lorsque l'on marche dans un champ de maïs, c'est intéressant, mais on ne ressent pas le même bien-être que si l'on est dans un milieu qui est plus diversifié. Et ça aussi, c'est intuitivement assez évident, mais nos sociétés modernes font en sorte qu'on l'a souvent oublié. Et de plus en plus, on voit par contre des gens qui recherchent ce contact ou même parfois le sentiment qu'ils peuvent avoir le contact facilement avec la nature. Et les gens maintenant, les jeunes générations, parfois choisissent leur milieu de vie en fonction de ça. Et ça va s'amplifier parce que on a la fibre optique. Moi, j'habite sur un rang, j'ai la fibre optique. Et par exemple, dans mon université, les secrétaires viennent tout juste de négocier de pouvoir travailler 2 jours à la maison maintenant, chaque semaine. C'est une révolution à l'université, mais c'est un mouvement qui va s'amplifier et quand on passe plus de temps à la maison, on a plus envie d'habiter dans un endroit où on peut bénéficier de la nature qui est autour de soi. Donc, la biodiversité, c'est très important pour les gens, ça l'est de plus en plus. Je sais que des sondages dans vos municipalités, dans vos MRC, font ressortir ce besoin que les gens expriment. Et c'est un besoin aussi qui vient du fait qu'on a l'impression, et c'est une réalité, que notre planète se dégrade, l'environnement se dégrade, et donc on recherche une connexion qui nous lie à la nature. Alors, donc c'est une introduction très, très rapide sur la biodiversité. Je vais maintenant parler d'un aspect de la biodiversité qui est extrêmement important, et c'est la connectivité écologique. Lorsque l'on regarde un paysage, alors ici on voit du ciel un paysage de Brome-Missisquoi, on voit en général là où les gens habitent, plutôt dans le sud du Québec, c'est souvent un mélange de paysages forestiers et de paysages agricoles. Ici on a une matrice forestière assez importante. Là on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, un tout petit peu à l'ouest de la ville. On a la même chose mais avec une beaucoup plus grande proportion d'agriculture. Et puis ici, c'est le Bas-Saint-Laurent, 3e rang du Bic. Vous voyez ma maison qui est entourée en rouge. Et encore une fois, une matrice comme ça, avec, vous voyez, un de mes voisins agriculteurs qui a une âme artistique un petit peu au nord de ma maison. Et puis là, on est par contre dans un paysage très, très urbain. On est dans l'ouest de l'île de Montréal, on devine l'aéroport. Alors, tous ces paysages, ils ont en commun de présenter une matrice d'écosystèmes variés qui sont entremêlés. Et on voit très bien qu'ils sont différents. Et ce qui saute aux yeux, c'est la connectivité qui est différente entre les milieux relativement naturels, dans ce cas-ci, les milieux plutôt forestiers. Alors, la connectivité, c'est vraiment le degré de connexion entre les milieux naturels qui sont présents dans le paysage.
Et cette connectivité est extrêmement importante parce que c'est elle qui permet aux espèces de circuler, de se déplacer. Et elles se déplacent, ces espèces, à travers les corridors écologiques, ce que l'on appelle les corridors écologiques, qui sont les chemins naturels qu'empruntent les plantes et les animaux. Donc, quand les plantes, les animaux, tous les organismes vivants se déplacent, ils transportent de la matière, ils transportent de l'énergie, et ils transportent aussi beaucoup d'informations. Dans leurs gènes, il y a beaucoup d'informations qui permettent à quelques individus d'aller refonder une population de la même espèce. Donc, un écosystème, c'est vraiment un système dans lequel il y a énormément de circulation, et sans circulation, il n'y a pas d'écosystème en santé. Alors, on peut faire beaucoup de parallèles d'ailleurs pour illustrer ça. J'en fais un ici. Lorsque vous allez voir un médecin, la première chose que les médecins font, c'est de prendre votre pression artérielle parce que c'est le moyen de voir comment fonctionne ou si votre circulation sanguine fonctionne bien. Pourquoi? Parce que la circulation sanguine et la circulation de l'oxygène permet au système de fonctionner, sinon on meurt très rapidement. Lorsqu'on s'intéresse à l'électronique, on parle des circuits électroniques. Ce sont des systèmes où il y a une circulation d'électrons, d'électricité, et évidemment, si on brise certains des liens, notre système s'arrête. Même chose pour l'économie. Ce sont des échanges de biens, de services. On peut mesurer tous ces échanges, et on sait très bien que lorsqu'on bloque ces échanges, l'économie ne peut pas bien fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de bloquer les échanges avec la Russie en ce moment. Et puis, j'ai aussi trouvé un exemple un petit peu plus proche du monde municipal. Pour qu'une municipalité fonctionne bien, il faut des échanges, par exemple des échanges d'eau. Et la gestion des eaux, que ce soit les eaux usées ou bien les eaux potables, c'est extrêmement important. Et on ne veut certainement pas qu'elles se mélangent. En tout cas, on ne veut pas que les eaux usées aillent dans les eaux potables. Donc, vous voyez que tous ces systèmes complexes, ils ont en commun ces échanges. Et plus les échanges fonctionnent bien, plus le système est en santé. Et c'est exactement la même chose pour les écosystèmes. Maintenant, dans nos écosystèmes ici, bien, on a toutes sortes de degrés de connectivité, et le fait de maintenir ou de restaurer les corridors écologiques, c'est vraiment une des actions de conservation les plus importantes. C'est pas quelque chose de nouveau, mais on en prend de plus en plus conscience, et comme on va le voir dans un instant, là, le changement du climat vient vraiment renforcer ce besoin de protéger les corridors écologiques. Donc, on va passer maintenant à l'importance des changements climatiques. Pourquoi est-ce que le fait que le climat change, pourquoi est-ce que ça nécessite encore plus de maintenir une bonne connectivité écologique? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là avec de nombreux collègues, et puis je montre ici la couverture du livre auquel il était fait référence il y a quelques minutes. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec le groupe Ouranos, avec plusieurs ministères, avec différents organismes, dont Conservation de la nature du Canada, plusieurs partenaires sur les changements climatiques et la biodiversité. Et en fait, on peut résumer tout ce qu'on a fait en 2 minutes. Premier élément, vous savez que plus on monte vers le nord, plus il fait froid. Et on peut représenter ça par des isothermes. Donc, dans la région de Montréal, par exemple, il fait autour de 5 degrés. Et la ligne en vert pâle ici, c'est un isotherme, c'est-à-dire une ligne imaginaire qui rejoint tous les points où il fait à peu près 5 degrés de température moyenne annuelle. Si on monte plus au nord, par exemple ici, on a l'isotherme de moins 2,5 degrés, moins 7,5, ainsi de suite. Et le réchauffement du climat, c'est tout simplement un déplacement vers le nord des climats, et on peut le représenter avec un déplacement vers le nord de ces isothermes. Donc, à Rimouski, à la fin du siècle, on aura probablement la température de Montréal, la température qu'il y avait à Montréal il y a quelques années, ou peut-être même aujourd'hui. C'est simplement 2,5 degrés de différence de température entre Montréal et Rimouski. On a l'impression que c'est plus, mais c'est juste 2,5 degrés. Alors, point de vue des écosystèmes et des espèces, qu'est-ce que ce changement du climat va impliquer? C'est tout simplement une migration vers le nord de très nombreuses espèces, et c'est nécessaire pour que les écosystèmes maintiennent un équilibre avec le climat. Donc, on peut le représenter comme ça ici, avec ce mouvement, avec des couloirs de déplacement qui sont déjà assez bien identifiés. Vous voyez les Appalaches ici, par lesquels beaucoup d'espèces vont peu à peu coloniser le Québec, et les espèces du sud du Québec vont aller plus vers le nord. Donc, cette redistribution ne peut se faire que par une bonne connectivité. Elle passe par les corridors écologiques, mais c'est vraiment l'élément crucial pour que la nature autour de nous, la biodiversité, les écosystèmes puissent s'adapter au réchauffement du climat. Donc,
Lorsque l'on sait ça, on comprend qu'il faut maintenir des corridors écologiques, maintenir une bonne connectivité. C'est encore plus urgent dans un climat qui se réchauffe, dans un climat qui change. D'ailleurs, si le climat se refroidissait, ce serait le même besoin également, mais il se réchauffe. Alors voilà, j'ai fait un tour d'horizon rapide, puis voilà ce qui se passe quand on n'a pas une bonne connectivité. Les espèces tentent de se réorganiser, la dispersion des individus se fait très mal, c'est très difficile pour les espèces de savoir comment se réorganiser. Cette image-là le montre très très bien, ou le symbolise très très bien. Mais ce qu'on veut, c'est éviter ça et donc avoir une bonne matrice dans laquelle on a une bonne connectivité. Voilà, alors mon petit minuteur est prêt à sonner, je vais l'arrêter juste à temps. Et puis je vais m'arrêter là, je vais arrêter le partage de l'écran. Et puis voilà, donc ça fait un tour d'horizon rapide, mais j'espère que ça vous donne une bonne introduction pour la suite. Et merci beaucoup, professeur Berthaud. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si pour tous les gens qui sont là, mais moi, ça me donne le goût de me réinscrire à l'université, ça me donne le goût d'aller vous écouter. Puis, ce qui vient me chercher aussi, c'est, vous l'avez mentionné en début de présentation, là, le bien-être ressenti en nature, c'est parfois intangible, mais c'est tellement indéniable. Là, j'aime aussi... ce volet-là que vous avez présenté. Là. Donc, merci beaucoup pour ce tour d'horizon rapide. Je vais inviter maintenant Mme Lisette Maillé à poursuivre cette dynamique-là de présentation. Lisette, vous êtes hostinoise de 3e génération et mairesse de la municipalité d'Austin depuis 2009. Quand même. Présidente aussi du comité consultatif en développement durable de la MRC Memphremagog, et ce depuis 2013. Puis administratrice bénévole de plusieurs organismes à but non lucratif. Donc, bien impliquée dans votre milieu. Lisette, vous allez nous présenter votre conférence sous forme de témoignage qui s'intitule « Osez voir grand ». Témoignage de la première municipalité à incorporer la connectivité écologique dans son plan d'urbanisme. Donc, Lisette, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci, Martine. Bonjour tout le monde. Merci à Corridor Appalachiens de m'avoir invité à faire une présentation, témoignage sur ce qu'on a fait dans la municipalité d'Austin. Je vois parmi les invités quelques collègues de l'époque. Alors, bravo, merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, c'est Marie-Hélène qui va piloter mon écran. Donc, Marie-Hélène, ne bouge pas avant que je te dise à partir d'ici parce que j'ai une entrée en matière un peu sur un ton rigolo. Alors, j'y vais. Et puis, pour l'audience, je suis sur un autre écran parce que la vue n'est plus ce qu'elle était jadis. Donc, on y va. Il était une fois une municipalité dont le territoire recelait d'une riche biodiversité et d'écosystèmes importants. Son cadre naturel, reconnu pour sa beauté, jumelé à la facilité d'accès en raison de sa proximité des grandes villes et des grands axes routiers, constituait un facteur d'attraction très important. Comme bon nombre de municipalités au Québec et au Canada, Austin avait hérité de plusieurs développements résidentiels mal planifiés et mal intégrés. Le modèle de développement était mal adapté aux particularités du territoire et insoutenable à long terme, notamment en ce qui concerne la grande faune, pour laquelle occupe de vastes espaces naturels, tant pour ses besoins en habitat que pour ses déplacements. De plus, grâce à un vote aux taxes, Austin connaissait une croissance démographique constante depuis 4 décennies. Le peuple commençait à s'inquiéter. Bon, voilà mon intro. Un peu plus sérieux maintenant. Allons-y, Marie-Hélène. Alors, Austin, c'est un territoire géographique qui couvre 86 km², qui s'étend du lac Memphremagog jusqu'au parc national du Mont-Offord. 7 lacs, dont le Memphremagog, 2 étangs importants, plusieurs milieux naturels d'intérêt provincial, dont la tourbière Millington, qu'on voit un peu au centre de la diapo, d'une superficie de 264 hectares, une partie du parc national du Mont-Offord et une partie du corridor naturel des montagnes vertes. À la diapo suivante, on voit que le territoire est occupé en grande majorité à 66% par la forêt, 17% par les plans d'eau, 8% d'agriculture, dont 1,7% en friche, ce qui nous inquiète un petit peu.
Le milieu anthropique, donc le village, le développement résidentiel et la villégiature occupent 7% du territoire. La densité d'occupation est faible, 25,5 habitants par kilomètre carré, et la population de 3 549 habitants se répartit moitié-moitié entre les permanents et les saisonniers. Fait intéressant à noter, en 1985, les permanents représentaient seulement 30% de la population. Ce que ça signifie, c'est que nos villégiateurs s'installent en temps plein à leur retraite. La population est concentrée largement sur le pourtour des lacs et dans le noyau villageois. Prochaine diapo, voilà, on reste là. Dans une recherche d'une plus grande cohérence dans le choix d'urbanisme, dont je vous disais tantôt, le peuple s'inquiétait, alors on cherchait à avoir des façons de mieux occuper l'espace, de façon à préserver le patrimoine naturel et social, et aussi à assurer ainsi un développement durable. Donc, diapo suivante. On a entrepris en 2010-2012 une vaste planification stratégique participative qui a été, bon, je le dis, sur 2 ans. Donc, on a consulté beaucoup les citoyens par des forums de discussion, des sondages, toutes sortes de choses. Et de ça est ressorti 4 grands axes. Le premier, naturellement, l'environnement, protéger notre héritage et le mettre en valeur. Et plusieurs orientations en vont découler. Donc, assurer la conservation des plans d'eau, des milieux naturels et de la nappe phréatique, préserver la beauté des paysages, les vues panoramiques, le caractère rural champêtre, protéger les forêts et la faune. Diapo suivante. Ça nous a amené à comprendre que pour préserver la diversité biologique et les fonctions écosystémiques qui nous procurent les biens et les services, il fallait viser un équilibre important, un équilibre entre la protection des milieux naturels et le développement du territoire. Et pour ça, il fallait identifier toutes les aires naturelles. Donc, on les voit, les plans d'eau, le réseau écologique, les habitats d'espèces en situation précaire, les écosystèmes forestiers d'intérêt, le réseau hydrographique, les zones de contraintes physiques, les fragments forestiers de 500 hectares, les milieux humides et les corridors naturels. En diapo suivante. Ça nous a amené à faire de nombreuses études. On m'y suit, Marie-Hélène? Donc, à l'acquisition de connaissances, en 2013 et 2015, on a planché sur des études et des analyses et toutes sortes de choses qui nous ont permis de mieux comprendre le territoire. Je vous fais grâce de la lecture ici de toutes les études qui ont été faites, mais Maine-Magog Conservation, Corridor Appalachien, Le Rappel et d'autres organismes ont été d'un grand appui dans ce travail-là. Ça nous a amené à établir des critères, à cibler des objectifs de conservation. Ça nous a amené à faire un audit environnemental aussi à la fin pour voir par rapport à nos souhaits, qu'est-ce qu'on faisait déjà dans notre réglementation et quelle était la suite. La suite, elle nous vient, Marie-Hélène. Une des études en particulier que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est une analyse multicritère du territoire. Moi qui ne connaissais pas cet aspect-là des analyses. Donc, c'est une superposition de couches d'informations. Ici, on voit les pentes fortes, la forêt mature, les sols minces, etc. Et puis, l'ensemble de l'œuvre nous permet de prioriser et d'obtenir un bilan photo de notre territoire. Donc, cela a donné, Marie-Hélène, sur un portrait de l'état des écosystèmes aquatiques et terrestres. Ici, on voit terrestre, une partie, soit dit en passant, qui montre les secteurs de connectivité et les corridors naturels. Donc, la photo de gauche est un agrandissement de celle de droite. On voit dans la partie au centre, une partie orangée et rose. Ce sont les corridors qui ont été identifiés. À la diapo suivante, et c'est moi qui parle pendant qu'on est là. Alors, pendant qu'on faisait cette étude-là, on s'est rendu compte que le corridor faunique, la partie que je vous montrais précisément entre le mont Chagnon et le mont Offord, était très fragile et il fallait y accorder une importance particulière. Ça nous a amené à faire des études additionnelles et ces études-là, diapo suivante, nous ont permis de montrer, d'agrandir le secteur de protection. On voit à gauche
avant, à droite après, les études additionnelles qui nous ont montré qu'il fallait élargir la bande de protection de chaque côté de l'autoroute. C'est l'autoroute qu'on voit au centre et autour de certains secteurs qui sont plus largement habités. À la diapo suivante, donc l'ensemble des connaissances que nous avons acquises par ces nombreuses études de terrain et autres nous ont donné des cartes. On en voit ici quelques-unes, mais ça nous a permis d'identifier 17 zones de connectivité sur l'ensemble du territoire. Et après ça, la diapo suivante, d'intégrer ces connaissances-là par des mesures dans nos règlements, dans notre plan d'urbanisme et nos règlements de zonage. Donc, si vous regardez complètement à droite, on voit une zone qui est marquée 2.19 RBC. Le petit c désigne une zone de conservation ou de corridor naturel. Et c'est ainsi que nous avons transposé les cartes avec toutes les données qu'on avait sur le territoire. Par la suite, diapo suivante, cela nous a amené à ajouter des critères ou des normes particulières pour favoriser le maintien de la connectivité phonique dans ces endroits-là. Donc, les normes avaient 3 objectifs. Éliminer les obstacles au passage de la faune, élargir les bandes riveraines et préserver le couvert forestier. Donc, plus en détail, éliminer les obstacles au passage de la faune, essentiellement, ça voulait dire de faire attention à nos clôtures. Hein. Toutes les clôtures confondues, on les a sujettis à des normes particulières. Je vais vous faire grâce de la lecture, mais disons que le fil inférieur doit être à tant de pouces du sol, celui supérieur doit être à tant du fil précédent, les fils doivent être lisses, etc., etc. Et il doit y avoir des échappatoires nécessairement dans les clôtures pour que la faune puisse passer. À la diapo suivante, l'élargissement des bandes riveraines. Dans toutes ces zones-là, les 17 zones qu'on a identifiées, au lieu de la bande standard de 10 ou 15 mètres, comme le prévoit la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, nous sommes passés à 20 mètres et nous avons ajouté des contraintes dans ces 20 mètres-là. Donc, interdiction d'abattage d'arbres à des fins commerciales, donc aucun abattage d'arbres pour des fins commerciales, et aucune coupe d'arbres, même dépérissant, malades ou morts. Donc, les arbres doivent rester là, peu importe leur état de santé, s'ils sont en fin de vie ou s'ils sont morts, on doit les laisser là. Diapo suivante. Et la préservation du couvert forestier, mais ça, on comprend que c'est une action complémentaire à la conservation des milieux naturels, mais dans ces zones-là aussi, il y a une interdiction de tous travaux d'abattage d'arbres à des fins commerciales. Alors, c'est les normes particulières. Bon, alors ça nous amène à la conclusion. Vous restez là une minute. Voilà. Alors, la municipalité a agi par rapport à le constat qui avait été fait qu'il fallait impérativement revoir notre façon d'aménager et d'occuper le territoire. Les consultations citoyennes nous ont démontré par les nombreux échanges qu'il était important de tenir compte des milieux naturels exceptionnels dans la planification du développement du territoire pour assurer une cohabitation harmonieuse entre l'humain et son environnement et contribuer ainsi à la préservation de la biodiversité. Cela nous a amené à réviser notre plan d'urbanisme et nos règlements de zonage pour tenir compte des préoccupations des citoyens. Et puis, il y a eu cette sensibilisation auprès des résidents dans les zones concernées. Donc, les gens qui vivaient dans des zones marquées C ont été informés de l'existence de corridors sur leur propriété et on les a informés du rôle important que ça jouait pour la connectivité phonique, pour assurer la biodiversité et préserver la vitalité du milieu. Alors, voici comment la municipalité d'Austin a vu grand. Ma vraie diapo dit ici, pour terminer, « Et le peuple fut heureux que la municipalité d'Austin ait osé et ait vu grand. » Alors, j'espère que ça, juste en terminant, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, au premier plan, l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, c'est une vue qui est prise du mont Alzette. Et derrière l'abbaye, à peu près un petit peu plus loin, là, on voit un petit toit bleu. C'est ma maison. Bon, voilà. Alors, merci de m'avoir invité. J'espère que ça vous a intéressé. C'était très concret sur le terrain. Et puis, depuis, on suit un peu ce qui se passe. Il y a eu des relevés avec le ministère des Transports, etc.,
pour mieux voir ce qui se passe dans le corridor actuellement. Donc, on est toujours en acquisition de connaissances, espérant toujours faire mieux. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça va vous intéresser. Merci beaucoup, Mme Maillé, pour cette belle histoire avec une belle morale qui nous démontre que les préoccupations du peuple ont été prises en compte, que les connaissances ont été acquises, puis ensuite, il y a des gestes concrets qui ont été posés et tout ça parce que il y avait la volonté politique derrière et cette volonté politique-là était au rendez-vous. Alors, merci beaucoup. Notre prochain conférencier est M. Robert Desmarais, qui est directeur général de la MRC Brome-Missisquoi et aussi du CLD de Brome-Missisquoi. Robert, vous possédez un bac et une maîtrise en géographie, tout comme moi, avec un volet aménagement du territoire. Robert est à l'emploi de la MRC depuis la fin de ses études. Donc, au fil des années, il a cheminé à titre de géographe-cartographe et ensuite, pour l'amener à devenir directeur du service de l'aménagement du territoire et aussi directeur général, secrétaire trésorier. Et depuis 2015, en plus, Robert s'est vu ajouter, j'espère que ça a été bien choisi et bien réfléchi, il est aussi directeur général et secrétaire trésorier de la MRC et du CLD de Brome-Missisquoi. Alors, merci beaucoup, Robert. La présentation va être intitulée « Aller au-delà, témoignage d'une MRC qui a choisi de faire plus que les... » Pardon, j'essaie de parler trop vite, là. Témoignage d'une MRC qui a choisi de faire plus que les exigences gouvernementales en matière de plan d'aménagement et de gestion des milieux naturels. Robert, la parole est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Martine, tu m'entends bien? Très bien. Ça va? OK, parfait. Alors, je pars mon minuteur et je vais tenter de respecter mon temps de 10 minutes. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça va. Parfait. Alors, donc, bonjour tout le monde. Merci. Je remercie beaucoup Corridor Appalachien pour l'organisation de la conférence d'aujourd'hui. Ce que vous voyez à l'écran, bon, c'est le lac d'Avignon à Cowansville. Et ce que vous voyez au loin, c'est les premières collines, les premières montagnes du piémont des Appalaches. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la démarche de la MRC Brome-Missisquoi. Lisette nous a parlé de la démarche de sa municipalité locale. Maintenant, au niveau régional, quels sont les défis? Quelles sont les décisions que le Conseil des maires de la MRC a prises dans le temps? Et j'espère que ce que je vais vous raconter, ça va vous inspirer un peu, beaucoup, passionnément, et que vous allez vous reconnaître dans mes propos. Parce que, bon, le milieu municipal est quand même assez homogène. Toutes les régions du Québec ont des très beaux milieux naturels et on a sensiblement les mêmes défis. Alors, j'espère que vous allez pouvoir être inspirés par ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, Brome-Missisquoi se définit maintenant comme une région naturelle habitée, dynamique et innovante. Et je vais vous parler, bon, parfait. Alors, le territoire de Brome-Missisquoi est situé au sud du Québec, sur la frontière américaine. Donc, vous voyez, entre Montréal et Sherbrooke, on est la porte des cantons de l'Est. Du côté ouest du territoire, vous voyez les villes de Farnham et Bedford. C'est la plaine du Saint-Laurent. Complètement à l'est, au niveau de Lac-Brome et Sutton, bon, c'est la chaîne des Appalaches qu'on partage avec notre voisin de Memphremagog, où Lisette et la municipalité d'Austin sont situées. Il y a 5 ans, le Conseil des maires a adopté son plan stratégique de développement durable. Et il s'est projeté 15 ans dans le futur en disant, en 2032, donc c'est dans 10 ans, là, ça s'en vient vite, on veut que Brome-Missisquoi soit un espace naturel habité, dynamique et innovant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de voir l'ensemble du territoire de Brome-Missisquoi comme un immense parc où va régner un équilibre entre la protection des milieux naturels, l'accès aux milieux naturels et des milieux de vie vivants
des milieux de vie dynamiques où l'économie va avoir sa place, mais où l'environnement va également avoir sa place. Les milieux naturels dans Bon-Missisquoi, bon, c'est parti surtout de la ressource eau. On a sur notre territoire, évidemment, comme toutes les régions du Québec, on a des lacs, on a des rivières, on a des ruisseaux, et cet élément-là a été le départ. C'est un enjeu rassembleur qui a touché toutes les municipalités, tous les acteurs du territoire. La qualité et la diversité des milieux naturels sont en lien direct avec la qualité et la quantité de cette ressource. L'eau est également un corridor intéressant et je vous en parle tantôt. Ça a été aussi la reconnaissance de l'importance des milieux naturels. C'est, pour nous, le maintien des milieux naturels, c'est des solutions nature qui permettent d'atténuer certaines problématiques présentes dans Bon-Missisquoi, les problématiques d'inondation, les problématiques de qualité de l'eau, les problématiques de quantité d'eau. Depuis quelques années, surtout à l'été 2021, on a connu une sécheresse importante, des problèmes d'érosion. Donc, pour nous, le Conseil de la MRC a été depuis déjà, je vous dirais, une dizaine d'années, très préoccupé par la gestion, une meilleure gestion de la ressource de l'eau. Aussi, on a une population qui est très engagée concernant l'importance des milieux naturels et on a une bonne collaboration avec les organismes de conservation et de protection de l'environnement sur notre territoire. On a réalisé l'an dernier un sondage auprès de la population de Bon-Missisquoi où on leur demandait « Est-ce que c'est important pour vous la conservation des milieux naturels dans Bon-Missisquoi » et 96 % des gens ont répondu que c'était très important ou assez important, donc une importance élevée à très élevée. Et moi, je vous dirais, c'est important. On est rendu en 2022, hein, puis même si on l'a réalisé en 2021, là, on le voit dans les dernières années, il y a une conscience sociale qui se développe de plus en plus concernant la protection de l'environnement, concernant les changements climatiques, concernant l'eau. Donc, ce sont tous des éléments importants qui font que, oui, la population évolue rapidement vers une protection de l'environnement. Je vais vous parler des pièces importantes qui forment notre cadre d'études, notre cadre de connaissances. On peut parler de 4 pièces principalement, là. L'Atlas des paysages, je vous en parle dans quelques minutes, le plan régional des milieux naturels et leur connectivité. Ça, toutes les MRC du Québec doivent faire un plan régional concernant les milieux humides et les milieux hydriques. Mais c'est également permis d'ajouter à ces 2 types de milieux-là les milieux naturels et c'est ce que le Conseil de Bon-Missisquoi a choisi de faire, donc de considérer à la fois les milieux hydriques, les milieux humides et les massifs naturels comme étant des enjeux importants à intégrer au plan régional. Aussi, on va réaliser cet été, on va terminer de réaliser cet été une étude concernant notre réseau naturel et récréatif, un réseau de trames vertes et bleues. Je vous en parle bientôt. Et finalement, la grande pièce maîtresse qui intègre tous les éléments de la gestion du territoire, c'est le schéma d'aménagement et de développement. Et ça, toutes les MRC du Québec en ont un. Bon, l'Atlas des paysages de la MRC, c'est tellement important d'avoir une très bonne connaissance de notre territoire. Et l'Atlas des paysages est un document de plus de 300 pages qui a été réalisé en 2019, qui a été réalisé avec la collaboration de plus de 750 citoyens de Bon-Missisquoi par l'organisme qui s'appelle Les Milieux en collaboration avec notre service de gestion du territoire au niveau de la MRC. C'est un outil de connaissance important sur, oui, la géographie, également sur l'histoire, sur la caractérisation des paysages. Et quand on parle de paysages, là, je ne vous parle pas juste de montagnes, là. Je vous parle de paysages agricoles, de paysages agroforestiers,
de vallées, de collines et évidemment de montagnes. Donc, tous nos paysages dans le Bon-Missisquoi sont catégorisés et l'occupation humaine, depuis le début de l'occupation du territoire dans le Bon-Missisquoi, l'occupation humaine est décrite pour expliquer comment on en arrive aujourd'hui à ces paysages-là et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut les préserver. Vous pouvez accéder à l'Atlas des paysages sur le site de la MRC Bon-Missisquoi, un très, très, très beau document. Une autre pièce maîtresse, bon, c'est le plan régional des milieux naturels et de la connectivité. Vous voyez une carte avec plein de belles couleurs. Ça montre la richesse du territoire, mais ça montre également qu'il faut avoir une bonne connaissance. Qu'est-ce qu'on a sur notre territoire en termes de milieux forestiers, de milieux hydriques? Quelles sont les rivières, les ruisseaux, les lacs, leurs caractéristiques, les milieux humides? Donc, il y a plein d'informations qui sont rassemblées dans l'étude sur le plan régional des milieux naturels. On doit avoir cette connaissance-là avant de prendre des décisions. Donc, les principaux enjeux qui en sortent, l'eau, quantité, qualité, la biodiversité et la connectivité des écosystèmes, la conciliation des activités du territoire avec la conservation des milieux naturels et des paysages du territoire, l'accessibilité, la mise en valeur des milieux naturels, la gouvernance, l'éducation et l'acquisition de connaissances. Dans un contexte d'adaptation au changement climatique, et je dirais même dans un contexte aussi de lutte au changement climatique, parce qu'on a cette responsabilité-là. Le concept de trame verte et bleue, je vous passe rapidement. On a pris l'idée de la communauté métropolitaine de Québec. C'est comment allier les milieux naturels et également les corridors hydriques sur notre territoire pour, viser un équilibre entre la préservation et l'accès à la nature. La révision du schéma d'aménagement et de développement, donc toutes les MRC ont un schéma, on doit le réviser périodiquement et c'est un outil essentiel au niveau de la planification pour assurer une cohérence territoriale. Donc, on a un territoire, on a des paysages, on a des milieux humides, des milieux hydriques, des milieux naturels. Il y a une occupation du territoire. Dans Bon-Missisquoi, on a 21 municipalités, on a 6 villes et il faut que tous ces gens-là développent une vision commune et une cohérence pour l'aménagement et le développement du territoire. Les informations dont je vous parle aujourd'hui et d'autres sont disponibles pour la population, pour les organismes, pour les municipalités, sur une plateforme qu'on a développée sur Internet qui s'appelle le site Réalisons Bon-Missisquoi. Donc, en conclusion, inciter, il faut l'objectif que la MRC a visé au cours des années, c'est d'inciter les municipalités à passer à l'action et de poursuivre la collaboration avec les organismes de conservation. C'est primordial d'avoir une excellente connaissance de son territoire. Cette connaissance-là, on doit la partager. Oui, les citoyens, comme je vous le mentionnais, on a 21 municipalités, donc c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'informations, ça prend de la concertation. On a des organismes de protection de l'environnement avec lesquels on discute, on collabore pour définir une vision commune du territoire, une vision cohérente du territoire. Et pour nous, le choix a été fait de dire on veut que la région de Bon-Missisquoi soit un vaste parc naturel où vont cohabiter de façon harmonieuse, oui, les milieux de vie, oui, les milieux naturels qu'on va préserver et les milieux naturels où il y aura des accès publics. Et il faut s'assurer qu'il y aura des corridors écologiques entre les milieux naturels pour faire en sorte que ce grand écosystème-là puisse être vivant. Et, bon, tout ça dans un contexte de lutte et d'adaptation au changement climatique. Donc, il faut que la région devienne résiliente
il faut passer à l'action. Il faut réaliser des choses via le schéma d'aménagement, via le plan régional des milieux naturels, via les plusieurs dossiers qu'on mène avec les organismes environnementaux, comme par exemple Corridor Appalachien. Donc, on est en bonne voie de réaliser des choses très intéressantes et je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe du vous au tu avec Robert parce qu'on a la chance de se connaître depuis plusieurs années. Alors, merci beaucoup, Robert, de ta présentation. Pertinente, motivante, comme toujours. C'est une autre histoire à succès qui est basée sur une vision long terme où les milieux naturels et puis leur protection sont au cœur des préoccupations, où encore une fois, on l'a vu, la population est consultée, où les dirigeants ont le courage aussi de répondre aux ambitions puis d'agir. Merci, c'est super inspirant de voir ça. Merci à toi, Robert. Merci à l'équipe. Puis je me permets un petit clin d'œil à M. Fauteux en passant. Donc, voilà. Ensuite, revenons à nos présentations. Il y en a encore d'autres. Alors, je ne vais pas m'éterniser pour laisser le plus de temps possible aux conférenciers. Donc, j'espère que vous êtes tous aussi curieux que moi, motivés, que vous sentez l'appel à l'action. Donc, pour couronner le tout, la dernière intervenante, et non la moindre, c'est la directrice de Corridor Appalachien, la directrice générale de Corridor Appalachien, qui s'appelle Mélanie Lelièvre. Mélanie est avec nous depuis 2007 chez Corridor Appalachien et on peut la qualifier de bougie d'allumage pour l'organisation. Elle participe à tous les gros dossiers de l'organisation, donc développement des activités, les projets spécifiques, les transactions complexes de conservation sont au cœur de son travail. Elle contribue aussi au rayonnement, au développement de partenariats stratégiques et politiques, puis en plus du volet administratif. Donc, sa présentation à Mélanie va souligner le fait qu'ensemble, on peut aller plus loin. On peut aller plus vite aussi. Elle va traiter de l'importance de nous unir tous ensemble, les acteurs, et de créer un effet levier pour protéger l'environnement. Puis, à la fin de sa présentation, elle va avoir l'honneur de nous présenter un survol des boîtes à outils qui sont destinées aux instances municipales. Donc, Mélanie, je te cède la parole. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Martine. Merci d'être présent en si grand nombre pour venir entendre parler de connectivité. C'est impressionnant de voir l'intérêt. Alors, merci aux panélistes qui ont si bien mis la table avant moi pour ma présentation. Puis, je suis vraiment très fébrile de faire ce dévoilement officiel là, des boîtes à outils à l'intention des instances municipales, parce que ça fait quand même déjà près de 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On y a travaillé très fort, alors on est vraiment heureux de présenter voilà, le fruit de ce travail-là. Alors, avant de vous présenter en tant que tel le site et les boîtes à outils, je vais vous parler un peu du travail du groupe des groupes de conservation et des limites, des freins qu'on rencontre dans la mise en œuvre de notre stratégie de conservation, tout particulièrement en essayant de protéger les fameux corridors naturels qui est ce qui justifie pourquoi on tend la main à cette grande collaboration-là avec les municipalités pour préserver la connectivité. Alors, je vais évidemment faire comme les autres précédemment. Je vais partager mon écran. On met ça ici. Comme ça, ce n'est pas tout à fait bien installé. Est-ce que vous voyez mon grand écran ou le petit écran? On ne voit pas le partage d'écran, on voit... le petit écran. Alors, je recommence, je m'excuse. Je m'y reprends. Voilà. Ici, comme ça. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui, c'est la bonne, Mélanie. Parfait. Bon, OK. Alors, on va commencer par le début. Et là, je ne suis pas au début, alors on s'installe. Bon, c'est parti. Alors, voilà, justement, pour comme entrer en matière, je vais d'abord vous parler de stratégie de conservation des organismes de conservation. Donc, ce que vous voyez représenté à l'écran, c'est une façon schématique de représenter un peu ce qu'on met en œuvre, notamment à l'échelle régionale, quand on veut vraiment mettre en œuvre
des actions de conservation qui vont avoir une portée importante pour la préservation des écosystèmes. Alors, on cherche à protéger des territoires dans les grands massifs forestiers, donc dans les corridors, dans les massifs ou les noyaux qu'on voit ici représentés. Et pour relier ces grands massifs-là, ces noyaux de conservation-là, on va faire des actions pour protéger les corridors écologiques, les corridors naturels, donc qui peuvent être continus ou discontinus ou par le principe de pas japonais, on fait comme on y arrive. Alors, j'ai mis une autre image pour représenter un autre exemple de représentation d'un réseau écologique. Voilà, et là, c'est la même chose des réservoirs de biodiversité, des pas japonais, des corridors et puis des hotspots, des réservoirs de biodiversité. Donc, les groupes de conservation, quand on travaille, on déploie ça sur le terrain, on fait de l'analyse, de la géomatique, on rencontre des propriétaires, bien, où on rencontre le plus de difficultés, et ça, c'est un message que je vous partage par l'expérience, la nôtre, qu'on partage aussi avec tous les autres groupes de conservation. C'est vraiment dans les corridors naturels où c'est le plus difficile d'arriver à faire des gains, avoir des gains vraiment significatifs. Et c'est pour ça qu'on fait appel à ce point aux instances municipales pour nous aider dans ce grand objectif-là. Alors, je vais vous illustrer mon propos et vous expliquer pourquoi c'est si difficile avec les corridors. On voit une carte ici de corridors du territoire sur lequel on travaille. Donc, il y a beaucoup d'informations, j'en conviens, mais en vert un peu scintillant, là, sont les grands massifs forestiers. En mauve, les corridors naturels. Puis en rouge et en bleu, ce sont les aires protégées à perpétuité. Donc, au fil des 20 dernières années, 17 organisations, autant à l'échelle locale, nous régionale que Conservation de la nature nationale, on travaille tous ensemble d'arrache-pied pour arriver à faire des gains dans ce territoire-là. Et ce que je veux vous amener à constater sur cette carte-là, c'est que l'essentiel des gains en conservation ont été faits dans les grands massifs forestiers, que ce soit dans le secteur du Mont-Pinac, sur le Mont-Brome, dans le secteur du massif des Monts-Sutton, Glen Foster, Mont-Chagnon, le massif du Mont-Offord. Il y a très peu encore d'aires protégées dans les corridors naturels. Donc, ce que ça veut dire, pour faire écho au propos de Dr Berthaud tout à l'heure, si on parle la connectivité entre certains massifs forestiers, on va vraiment limiter la possibilité aux espèces de se déplacer sur le territoire et donc de pouvoir s'adapter, retrouver, remplir l'ensemble de leurs fonctions, mais aussi s'adapter dans le contexte des changements climatiques. Pour illustrer un petit peu plus en détail mon propos, je vous amène donc sur un zoom sur une portion du territoire. Alors, au nord, on voit le parc national du Mont-Offord qui est si important, pour lequel on a vraiment un devoir collectif de préserver les écosystèmes du parc en faisant des actions en périphérie et surtout en maintenant la connectivité entre le parc et les habitats qui sont plus au sud. Alors, on travaille depuis 6 ans, 7 ans presque, à essayer de protéger ce corridor-là qui a été identifié, dont Mme Mailly a parlé tout à l'heure. Et depuis 6 ans, bien, on est arrivé à quand même des gains, mais somme toute, soyons réalistes, c'est assez modeste ce qu'on est arrivé à faire. Donc, on a réussi à protéger 4 milieux naturels, en partie par des dons de propriété, en partie par des achats, mais en tout, ce sont aujourd'hui environ 10 à 12 % du corridor naturel qui est protégé. Donc, c'est bien, mais on voit que beaucoup d'efforts, quand même, donnent des résultats assez limités. Donc, dans ce cas-là, on a une municipalité qui a pris en compte la présence du corridor, qui a fait un zonage qui est plus favorable au maintien de la connectivité. Mais imaginez qu'on ne serait pas dans ce contexte-là et qu'il y aurait un développement immobilier en plein cœur du corridor. On viendrait en quelque sorte un peu saper tous les efforts de conservation des dernières années qui ont été faits dans la région, dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment crucial qu'on puisse travailler de façon collaborative avec les municipalités pour joindre nos efforts ensemble parce que, comme le démontre cette image-là, on n'a pas les bons outils seuls, les organismes de conservation, pour atteindre cet objectif-là. On aura beau déployer tous les efforts, avoir l'impression de se rendre au sommet de notre objectif, mais c'est vraiment difficile, on n'est pas outillé, puis il y a des obstacles qui sont en quelque sorte infranchissables. Alors, c'est pour ça
qu'on fait le constat que, tout particulièrement pour les corridors naturels, l'aménagement du territoire est vraiment une clé de voûte, est vraiment fondamentale dans la mise en œuvre de solutions pour les préserver. Et puis, non seulement les municipalités sont importantes, mais elles ont tous les outils en main, puis je dis les municipalités, mais les MRC aussi, pour faire des pas dans le sens de la préservation de la connectivité. Alors, les municipalités peuvent, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, établir des plans d'urbanisme, des schémas d'aménagement qui font référence au milieu naturel. Elles peuvent vraiment planifier des activités, des interventions directes dans les milieux naturels. Elles peuvent protéger les milieux naturels, mais peuvent également déployer tout un ensemble d'outils et de voies réglementaires par lesquelles on va prendre en compte ces éléments-là si fragiles de la nature. Et donc, nous, Corridor Appalachiens, dès 2011-2012, on a commencé à rencontrer les municipalités pour les sensibiliser à la présence des corridors naturels, puis leur parler de connectivité. Évidemment, il y a 10 ans, il y en a qui avaient quand même une bonne réceptivité, mais les gens n'étaient pas aussi sensibilisés qu'aujourd'hui à l'importance de la connectivité. Mais je dirais qu'au fil du temps, essentiellement, ce qu'on a entendu souvent, c'est par quel bout on prend ça? Comment on s'y prend? Comment on commence? Par où? C'est quoi les premières étapes? Puis quelles sont les portes par lesquelles on va pouvoir intégrer la connectivité au sein de nos outils d'aménagement du territoire? Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de travailler à un outil pratique que je vous présente de ce pas. Alors, je vais sortir de ma présentation et puis on va aller sur le site ensemble que je vais vous présenter. Excusez, est-ce que j'ai cessé mon partage d'écran? Il faut garder le partage d'écran. OK. Donc, vous êtes toujours avec moi? Vous voyez ma page Google? Oui. Bon? Oui. Okay. Alors, le site Internet s'appelle Connectivité écologique. Alors, c'est très logique comme nom. Hein? C'est quelque chose de rassembleur, assez intuitif. Alors, vous allez sur le site Connectivité écologique. Et donc, vous arrivez sur ce site-là. Alors, vous avez d'abord de l'information générale ici sur la section introductive sur ce qu'est la connectivité écologique. J'étais contente d'entendre Dr. Berthaud dire qu'il y avait beaucoup d'informations pertinentes qui étaient scientifiquement valides. Donc, j'étais très contente d'entendre ça. Donc, vous avez tout l'argumentaire, le rational, excusez, par rapport au corridor naturel. Vous avez des définitions. Puis vous avez plein d'hyperliens dans cette section-là. Donc, elle a l'air toute simple, mais il y a vraiment beaucoup de ressources. Donc, si vous avez des gens à convaincre autour de vous, vous servir d'aller chercher des bons arguments pour présenter aux élus, vraiment, je vous recommande cette section-là. C'est assez complet tout en étant bien vulgarisé, synthétisé. Alors, la section que je vous présente, c'est au niveau des boîtes à outils. Alors là, vous avez une section si vous êtes une MRC, ou si vous êtes une municipalité. Vous avez aussi d'autres boîtes à outils. Vous en avez une autre qui est pour les intervenants de la forêt privée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celles pour les instances municipales qui ont été développées par Corridor Appalachiens. Alors, on va commencer par la section « Vous êtes une MRC ». Alors, évidemment, je fais juste vous présenter le site. On ne va pas l'éplucher au complet. C'est juste pour vous donner, vous faire avoir une compréhension générale du site puis savoir où aller chercher l'information. Donc, vous avez toutes les sections ici qui sont décrites. Donc, vous pouvez dérouler la page de façon linéaire ou aller directement aux sections d'intérêt. Donc, vous avez de nouveau une explication de pourquoi intégrer la connectivité écologique, une section par où commencer avec des étapes qui sont schématisées. Les exemples qu'on a entendus précédemment d'Austin, de Bromisquoi faisaient quand même déjà un bon survol, illustrait bien ces différentes étapes-là. Ensuite, vous avez les sections schéma d'aménagement, documents complémentaires, mesures de contrôle intérimaire, donc, etc. Et donc, ce sont tous les pistes ou les leviers par lesquels les MRC peuvent, d'une façon ou d'une autre, intégrer la connectivité au sein de leurs outils. Donc, on va regarder, par exemple, au niveau du schéma d'aménagement et de développement. Donc, c'est quand même assez une évidence. Et là, donc, pour
pour chaque section dans le site, vous avez une description générale ici. Et ensuite, vous avez des exemples et qui partagent des exemples concrets de MRC qui ont fait cette intégration-là. Alors, par exemple, ici, on donne l'exemple MRC d'Argenteuil qui a procédé à une analyse de moindre coût pour définir les axes de connectivité. Et c'est toujours pareil, à chaque fois que vous avez un hyperlien, vous tombez directement sur le contenu où on retrouve ces informations-là sur le site en question. On peut aller voir, donc quand on recule, on va aller voir un autre exemple pour les territoires d'intérêt écologique. Alors, même chose, on présente comment cette piste-là s'insère dans les outils et on donne des exemples. Là, par exemple, on donne l'agglomération de Montréal avec son schéma d'aménagement qui comporte plusieurs éléments d'intérêt et celui de la communauté métropolitaine de Québec avec, par exemple, la mise en œuvre de la trame verte et bleue auquel M. Desmarais a fait référence tout à l'heure. Encore une fois, vous cliquez et vous arrivez sur les contenus de référence, donc c'est bien pratique. On va aller à la section « Vous êtes une municipalité ». Donc, je vais faire ça rapidement, le temps file. Donc, vous êtes une municipalité. Alors là, ici, de ce côté-ci, il y a un peu plus de sections. Vous avez toujours la justification de base, les étapes par où commencer, les grands plans. Donc, le plan d'urbanisme, les PPU, les différentes politiques et des plans, des mesures de contrôle intérimaire, des zones de contraintes particulières. Et après, vous avez tout le volet des différents règlements. Donc, le règlement de zonage, plan d'aménagement d'ensemble, les PIA, les usages conditionnels, etc. A priori, ils sont tous là. Et c'est la même chose. Alors, on va prendre un exemple du plan d'urbanisme. Vous avez des exemples qui sont relevés ici. J'attire votre attention, par exemple, sur celle du Mont-Saint-Hilaire, qui propose un exemple intéressant d'intégration de la connectivité écologique. Vous cliquez là et vous arrivez sur les contenus qui sont présentés en exemple. Donc là, vous arrivez directement sur le site du règlement du Mont-Saint-Hilaire. Bon, je ne sais pas si j'ai besoin de continuer. On va prendre l'exemple du PAE de Austin, dont Mme Maillé a présenté tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, on présente le PAE. On arrive sur le site d'Austin avec présente les grands éléments de son PAE. Donc, en fait, c'est pour dire que vous avez à la fois du contenu théorique, des exemples et les références qui vous permettent tout de suite d'accéder à ces outils-là plutôt que de chercher. Pourquoi ce site-là? Donc, je vais juste prendre une petite minute pour expliquer d'où vient ce site-là, Connectivité écologique. On aurait pu faire le choix, Corridor Appalachiens, de mettre ça sur notre site Internet, mais non, on a trouvé ça plus judicieux de mettre ces contenus-là sur le site Connectivité écologique. Donc, en fait, c'est une plateforme web qui a été créée, en fait, qui découle de la mise en œuvre de la résolution 40-3 sur la connectivité écologique et l'adaptation au changement climatique. Pour ceux qui ne connaissent pas la résolution 40.3, ça avait été adopté lors de la 40e conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada. Et ça avait conduit à un groupe de travail qui était co-présidé par le Québec et le Vermont. Et en fait, le Québec, comme coprésident, s'était engagé à mettre sur pied une plateforme sur laquelle on regroupait les différentes initiatives favorisant la connectivité. Et voilà, donc ça a été mis sur pied avec le concours financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Alors, il y a différentes organisations, universités, des groupes de conservation qui collaborent à bonifier ce site-là, comme nous, par exemple, dans le site des boîtes à outils municipales, et on va se faire un devoir de mettre à jour régulièrement les boîtes à outils avec différentes initiatives qui vont émerger au fil du temps. J'ai presque terminé. Je reviens à ma présentation PowerPoint. Donc, excusez-moi, je m'enfarge dans mes aspects techniques. On met ça comme ça.
Donc, je démarre et j'arrête. Bon, excusez-moi, j'y arrive. Alors, ce que je voulais dire en terminant, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui ont collaboré au contenu de la boîte à outils. Je vais reprendre mon souffle. Et je tenais à les nommer. Je m'excuse, je les cherche. Je suis un petit peu... Alors, c'est ça. Donc, les différentes personnes qui ont collaboré à la rédaction, au comité de rédaction, il y a Charles-David Babin du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Marc-André Gertin, enseignant au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke, Martin Joly et Virginie Lafontaine du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du Québec, Catherine Lescope-Sinclair, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, François Lestage de la MRC Marguerite Diouville, Cynthia Patry de Conservation de la Nature Canada, Josiane Pouliot de la Ville de Québec et évidemment plusieurs personnes de l'équipe de Corridor Appalachiens. Et je remercie tout particulièrement Mélanie Frenette qui a coordonné en grande partie ce projet et Louise Gratton qui a collaboré précieusement à la rédaction des contenus. Et je les remercie et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont autour de l'appel aujourd'hui. Alors, juste pour terminer ma présentation, je veux juste réitérer l'importance, pas l'importance de la connectivité, mais l'importance d'agir sans tarder par rapport à la connectivité. Si quelqu'un disait, est-ce qu'on peut commencer, OK, on va se mettre ça comme devoir dans 2 ans ou dans 3 ans, ça va prendre un certain temps. Je veux juste réitérer à quel point c'est important de commencer dès maintenant, de ne pas perdre de temps. Premièrement, on a la science pour nous guider dans l'identification, puis la prise en compte des corridors naturels. Et puis, c'est un des éléments des stratégies de conservation qui s'érodent le plus rapidement les corridors naturels. Ce sont des zones qui sont près des routes, souvent des terrains qui sont plus petits, donc ce sont des zones qui sont très convoitées pour le développement immobilier. Et le meilleur moment pour protéger la biodiversité, c'est maintenant, parce que ça coûte toujours plus cher dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Quand on regarde ça, on se dit on aurait dû le faire précédemment, on aurait eu plus d'options pour les protéger, puis on aurait eu plus de territoires, ça aurait coûté moins cher. Alors voilà, puis il y a vraiment une urgence d'agir pour permettre aux espèces de s'adapter. Les co-bénéfices de la connectivité sont vraiment nombreux. On parle d'adaptation au changement climatique, du maintien des échanges génétiques, la protection des chaînes trophiques par rapport aux espèces, donc le maintien des populations de prédateurs puis des proies, contributions matérielles comme notamment l'aménagement forestier, l'écotourisme. Ça contribue également à améliorer la sécurité routière avec la diminution des collisions quand on intègre l'écologie routière, la contribution à la régulation du climat, de l'air, de l'eau et des contributions immatérielles comme on a évoqué tout à l'heure, protection des paysages, esthétisme, ressourcement en nature, etc. Alors, voilà, j'espère que pour toutes ces raisons et avec tous ces outils, ça va vous donner le goût de passer à l'action sans trop attendre. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai les neurones vraiment bien stimulés. J'espère aussi que vous êtes optimiste avec toutes les informations, toute cette mobilisation, tout ce monde de possibilités, là, dans le fond, qui nous a été présenté. Un monde de possibilités qui s'offre à nous. On est un peu en retard sur notre échéancier. On avait préparé des questions pour nos panélistes. En fait, ce qu'on va faire, puisqu'on est extrêmement nombreux sur la conférence, vous pouvez commencer à transmettre des questions dans le chat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, nous, 1 ou 2 questions à nos panélistes. Et pour vos questions à vous, chers participants, bien, on va recueillir les questions, puis quand on va faire le suivi et qu'on vous transmettra, dans le fond, le lien vers la conférence, on aura comme le top 10, mettons, des questions qui ont été posées, là, puis on va s'assurer que nos panélistes puissent y répondre. Donc, je vais improviser un peu. On va avancer sur les questions. En fait, il y a une question peut-être simple pour Mme Maillé.
Simple. On verra la réponse. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez été une des premières municipalités à intégrer la connectivité en 2016. Ce n'est pas la première municipalité. Juste pour bien comprendre, bien apprendre, 6 ans plus tard, si vous aviez à refaire le processus, est-ce que vous feriez les choses différemment? Avez-vous des conseils à nous partager à cet égard-là? En fait, non, je ne ferai pas les choses différemment. Je pense que M. Desmarais a insisté sur le fait de bien connaître le territoire au préalable, donc de faire les études, de démontrer la nécessité de la chose par des connaissances, comme disait aussi M. Berthaud, c'est la science qui nous guide dans tout cet exercice-là. Alors, comme on avait bien fait notre travail, on n'a pas vraiment eu d'opposition. J'ai vu passer dans le chat, est-ce que ça a été difficile? Mais non, on n'a pas vraiment eu d'opposition. Les gens, une fois informés de la chose, ont adhéré assez rapidement. Quand je disais que le peuple était heureux, c'est sûr que les gens qui ont vu leur propriété un petit peu reniée par le corridor nous ont interpellés pour mieux comprendre la chose, mais ça a vraiment bien été finalement. Alors, commencer par les connaissances, il faut bien connaître le territoire, puis après ça, on est capable de le présenter à nos citoyens. C'est ça, oui. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres panélistes qui souhaitaient interagir sur ça. Moi, j'aimerais ça interagir, Martine, oui. si tu permets. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu municipal. Dans le passé, ce qui freinait beaucoup les élus municipaux, puis là, on voit aujourd'hui, là, c'est un dossier municipalité, les milieux naturels, la connectivité. Ce qui freinait beaucoup les élus, c'était que les élus s'imaginaient que les citoyens ne trouvaient pas ça important, la protection des milieux naturels, et trouvaient que c'était une dépense d'argent. Moi, j'aimerais ça savoir, Lisette Maillé, est-ce que ça a nécessité un effort financier important de faire ce que vous avez fait? Puis, bon, l'adoption de règlements, ça veut dire aussi appliquer des règlements. Donc, tout ça, là, est-ce que ça représente un effort financier important? Marie-Hélène, Lisette est mutée. Merci. Oui, voilà, j'ai réactivé. Alors, merci Marie-Hélène. Alors, non, ça n'a pas demandé un effort fiscal très important de la part de la municipalité, outre quelques études, mais on a bénéficié d'une subvention de la Fédération canadienne des municipalités pour la mise en œuvre de notre plan d'action. Alors, on est allé quand même chercher 50 000 $. Ça a été 100 000 $ en tout l'exercice des analyses et tout ça sur les quelques années. On s'est fait accompagner par des consultants aussi. Alors, ça a été le gros a été ça, d'aller chercher, de faire les études. Pour le reste, c'est de l'accompagnement traditionnel dans les municipalités, de consultants et d'urbanistes pour faire des plans d'urbanisme et traduire ça dans nos plans d'urbanisme. Mais ça se faisait dans le cadre de l'exercice de planification stratégique qui était souhaité par les citoyens aussi. Donc, ça n'a pas représenté un gros effort fiscal et puis ça faisait partie des demandes des citoyens. Donc, ça a bien été là, à ce point de vue-là. Mais on ne partait pas de loin. Par contre, on a toujours été quand même assez porté sur la protection de l'environnement dans la municipalité. Donc, il y avait déjà des choses qui avaient été faites par le passé. Par exemple, l'étude du rappel ramassait plein de choses que des associations de lacs avaient déjà fait elles-mêmes sur leur terrain. Alors, on était en mesure d'avoir un portrait en réunissant de l'information aussi qui existait déjà. Oui? Merci. Parfait, merci beaucoup. On va essayer d'en faire 2 synthèses dans la mesure du possible. Donc, là, vous avez présenté vos informations. On sait qu'il y a la boîte à outils. Là, je m'adresse à tous les panélistes. Là. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que de plus en plus de municipalités ou de MRC passent à l'action puis emboîtent le pas? Comment on devrait s'y prendre? Puis peut-être que l'angle est pour les organismes de conservation ou pour d'autres organismes environnementaux ou même pour les citoyens. Comment on peut s'y prendre pour qu'il y ait de plus en plus de municipalités qui emboîtent le pas? Je ne sais pas, Robert, si tu as une idée ou si M. Berthaud, vous voulez... Moi, j'ai 1 ou 2 ou 3 idées, mais je veux laisser Dominique Berthaud, si vous voulez y aller, Dominique.
Ouais, je ne suis pas certain d'être le mieux placé. OK. Mon impression, c'est que vous ne manquez pas d'informations, de sciences, de compréhension. C'est vraiment l'application qui est le goulot d'étranglement. Puis ça, c'est plus dans vos mains, finalement. Ouais. Moi, je pense que le plan régional des milieux humides et des milieux hydriques que chacune des MRC fait actuellement peut être un point de départ. Un point de départ sur la connaissance du territoire, mais aussi sur la diffusion de l'information aux citoyens pour leur montrer à quel point chacun des territoires au Québec recèle de richesses intéressantes au niveau des milieux naturels. Puis je pense que c'est important, oui, de préserver, mais aussi de rendre accessibles certains de ces milieux-là, parce que je crois que le citoyen, c'est en voyant la nature, puis Dominique, vous l'avez bien dit tantôt, là, quand on peut entrer dans la nature, s'imprégner de la nature, ben ça nous amène dans un autre monde. Puis c'est là que les gens réalisent que c'est important de protéger, c'est important dans notre communauté à proximité de faire des actions. Puis comme vous l'avez dit, Lisette, c'est quand même accessible au niveau financier. Là. Puis oui, il y a des subventions qui peuvent être disponibles pour ça. Mais je pense qu'il va falloir élargir nos horizons, oui, au niveau de la communauté locale, au niveau de la MRC. Et quand on parle de corridors écologiques, et si on veut avoir des corridors et relier des milieux naturels intéressants, bien, il faut dépasser, même, il faut travailler avec d'autres MRC au niveau de régions administratives. Mélanie, tu as levé le doigt pour Oui. appuyer ou pour répondre, oui? En complément, là, sous un autre angle, moi, je pense que, en plus d'avoir les connaissances comme groupe de conservation puis les partager à nos partenaires municipaux, je pense que, un peu pour tout le monde autour de l'appel aujourd'hui, moi, je pense qu'on est rendu à faire vraiment des grandes alliances pour faire passer ces messages-là. Donc, les groupes de conservation à différentes échelles, on rejoint des clientèles différentes. Il y a toutes sortes de groupes, les groupes de protection des lacs, toutes sortes de groupes de citoyens pour la nature, pour le plein air, etc. Donc, de parler à un grand nombre d'intervenants, puis de clarifier nos messages par rapport à l'importance du milieu naturel, puis de ne pas sous-estimer le pouvoir qu'on a en s'adressant aux élus, aux employés municipaux, puis diffuser un message comme ça positif à l'égard de la protection des milieux naturels pour enjoindre les municipalités à aller un peu plus loin puis à embarquer dans ce mouvement-là. Puis si ce message-là, il vient de vraiment plusieurs instances, bien, ça va contribuer à souffler sur les braises puis faire en sorte que ça donne la bougie d'allumage pour les municipalités parce qu'en fait, si les citoyens veulent ça, les municipalités vont suivre. Fait qu'il faut l'exprimer puis on sous-estime souvent notre pouvoir d'influence à cet égard-là. Oui, oui. Oui, Robert? Si je peux ajouter à ce que dit Mélanie, il ne faut pas hésiter à consulter la population. Parce que moi, je suis convaincu en 2022 qu'il y a une bonne partie de la population qui est très sensibilisée à l'importance des milieux naturels, à l'importance de lutter, de s'adapter au changement climatique. Quand les coûts sont raisonnables, comme Lisette le mentionnait, là, quand les coûts sont raisonnables, c'est vraiment un enjeu important pour les citoyens et pour les élus municipaux. Et moi, je vous dirais, là, j'ai vu une évolution marquée au cours des années. Les élus municipaux, maintenant, s'intéressent énormément à l'environnement, mais il faut leur donner des bonnes idées et la connaissance du territoire, la collaboration avec les organismes de protection de l'environnement, la collaboration avec les organismes de citoyens font en sorte qu'on peut trouver des excellentes idées pour protéger nos milieux naturels et pour mettre de l'avant des corridors. Merci beaucoup, Lisette, qui a encore le micro fermé. Ça vient. Alors, je voulais juste ajouter une chose par rapport à ça. Oui, la connaissance, l'information des citoyens, mais je pense que une des choses qu'on constate de plus en plus, c'est qu'on est capable de faire les liens entre les différentes choses. Chacune d'elles n'est pas indépendante, n'est pas un silo en soi. La connectivité, c'est un des aspects de la protection des milieux naturels. Notre vie dans les milieux naturels en est un autre. Alors, je pense qu'on est de plus en plus dans un point de convergence où les gens, les citoyens, comprennent qu'on ne peut pas prendre chacun des éléments et le traiter
toute seule, comme si c'était une affaire qui était indépendante du reste. Tout est interrelié. Et puis, de parler de biodiversité il y a 20 ans, 30 ans à des personnes qui ne connaissaient pas le sujet, pouvaient peut-être pas voir comment c'était important et c'est un élément d'un tout, là. Tu sais, c'est ce que je veux dire dans ce sens-là. Donc, tout est interrelié, puis les citoyens, je pense, commencent de plus en plus à le comprendre aussi. Ouais, si je peux ajouter un élément très rapidement, je fais souvent des conférences sur l'environnement, etc. Il y a beaucoup de problèmes qui sont globaux, qui sont planétaires, et ça génère beaucoup de sentiments d'impuissance, d'éco-anxiété. Et tout ce qu'on peut faire localement avec des retombées qui sont visibles, c'est vraiment le meilleur remède. Et donc, je trouve que c'est très inspirant, puis très, très important, parce que ça déclenche après d'autres actions qui n'ont rien à voir avec les corridors, mais qui vont dans le même sens de la protection de l'environnement. On pourrait qualifier ça d'effet boule de neige en faisant des petites actions locales. Ben, à un moment donné, ça s'entraîne. Ouais. Donc, écoutez, dans l'objectif, Robert, vas-y. un mini commentaire pour conclure, là. Ce que dit Lisette et ce que dit Dominique, c'est vraiment très important. C'est tout intégré. Moi, je vous le mentionne là, parce que je suis DG du CLD, j'entends les entreprises qui sont de plus en plus sensibilisées au niveau de la protection de l'environnement parce que pour les entreprises, ce qui est important, c'est d'avoir de plus en plus des bonnes valeurs, mais de travailler, d'être situé dans un milieu où la qualité de vie, où la notoriété de la communauté locale et régionale est importante et la protection de l'environnement est un élément important. Donc, on parle de développement durable et là, les milieux naturels deviennent un élément capital. C'est bien. Avec vos réponses, je me rends compte que ma dernière question que j'avais, ben, vous y avez répondu parce que c'était, avez-vous des conseils, des recommandations? Quelle est votre top information que notre auditoire doit retenir pour prendre en compte la connectivité écologique? Mais je pense que vous l'avez tous abordé dans vos réponses. Donc, étant serré par le temps, sachez que l'ensemble de vos questions et des commentaires dans le chat, je pense, sans me tromper, Marie-Hélène, tu peux me faire signe de la main que ça va être sauvegardé. Et puis, on va faire nos devoirs de répondre à un top 10 de questions, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, pour pouvoir rentrer dans le temps, là, je vais devoir conclure la rencontre. Donc, merci chaleureusement, messieurs Berthaud et Desmarais. Un grand merci également à Mesdames Maillé et Lelièvre là, pour vos témoignages inspirés et inspirants, on pourrait dire. Donc, pour nos panélistes, il va nous faire plaisir de vous offrir un cadeau santé et nature pour rester dans le thème. Donc, on va vous transmettre une passe annuelle pour accéder à nos sentiers au Mont-Seigneur. On va vous transmettre ça dans les prochains jours. Je voudrais remercier aussi nos bailleurs de fonds qui nous ont permis d'avancer à la rédaction des boîtes à outils et à tout l'accompagnement qu'on va fournir aux instances municipales par la suite. Donc, merci à la Fondation de la Faune du Québec. Merci à la MRC Bois-Munisquois avec le programme d'aménagement durable des forêts volet Montérégie. Merci au gouvernement du Québec dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques. Merci au gouvernement du Canada aussi par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du changement climatique. Merci Marie-Hélène de montrer les logos en même temps. Merci à la Fondation Woodcock, merci à la Fondation ECO et merci aussi à Hydro-Québec. Donc, tous ces bailleurs de fonds-là nous soutiennent, comme j'ai mentionné, pour le lancement, pour l'accompagnement des municipalités intéressées à poser des gestes pour préserver la connectivité écologique. Donc, je l'ai dit au début de la rencontre, la conférence a été enregistrée. Elle va être disponible sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Corridor Appalachiens. Et le lien vous sera partagé par courriel dans les jours qui viennent. Donc, on réitère l'importance d'aller visiter le site Internet Connectivité écologique pour aller voir les boîtes à outils et toute l'information qui a été amassée par les partenaires de l'initiative québécoise Corridor écologique. Restez à l'affût de toutes les informations dans les médias qui passent, notamment la révision de la politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire. Il y a un site Internet de l'Alliance Ariane qui, ce matin, dans nos courriels, nous posait des questions, nous invite à interagir, à écrire à nos élus, à nos députés.
Donc, et puis, bien évidemment, on a hâte d'entendre parler de toutes vos réussites, de toutes vos implications pour favoriser la connectivité écologique dans un futur le plus rapproché, souhaitons-le. Merci de votre présence. Merci beaucoup, beaucoup. 16h31, on a débordé d'1 minute. Donc, le chat va rester ouvert. Quelques personnes pourront probablement rester. Je ne peux pas répondre pour nos panélistes, mais en tout cas, chez Corridor Appalachiens, on va rester quelques personnes si vous avez des questions pour quelques minutes. Mais merci beaucoup à l'ensemble des gens présents. Puis, bonne fin de journée. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci Martine, merci Corridor Appalachiens. Merci, très bien organisé, merci. À très bientôt.